Bonjour à tous, je vais meubler encore une minute avant de démarrer. Mais en tout cas, merci d'être venu à cette conférence sur comment dépasser les mots valises de la tech qui font le buzz pour créer de vraies applications business. Si vous n'avez pas la référence, je vous l'expliquerai à la fin, je vous enverrai la vidéo. Et on va encore attendre quelques minutes. En attendant, je vais me présenter une première fois. Je suis Michael Koenka, cofondateur du studio d'innovation Start the Fuck Up. Et j'accompagne les grands groupes dans leur stratégie, leurs programmes et leurs projets d'innovation, en particulier technique, car j'ai un profil de cofondateur technique qui a monté et planté 2 boîtes dans la tech. On va démarrer. Go! Donc, bienvenue, bonjour à tous. Très heureux de pouvoir démystifier avec vous tous les buzzwords de la tech en seulement 30 minutes. On a du boulot, donc accrochez-vous. On va commencer par une... Allô, allô. On va commencer par une petite histoire. Sur cette slide, vous voyez de nombreux investissements suivis par la BPI. Et l'un d'entre eux est une start-up qui était fondée sur un principe de biomimétisme pour fournir une application disruptive dans un domaine précis. Je ne vais pas vous dire laquelle, parce qu'elle a été suivie par des investisseurs très connus français à hauteur de plusieurs millions d'euros. Et j'ai reçu un appel la semaine dernière. Moi, je l'ai coaché lors d'un workshop il y a 3 ans. Et j'ai reçu un appel la semaine dernière pour me dire que la startup avait mis la clé sous la porte et que, comme je l'avais pressenti durant le workshop, tout ce qu'elle avait construit reposait en fait un petit peu sur du vent. Donc si même une start... C'est bon le son? Ouais. Si même une start... Allô, allô. Si même une startup peut un peu tromper des investisseurs experts et même la BPI pour mettre des millions d'euros, comment nous, on va réussir à s'en sortir? Face à autant de mots valises qui émergent chaque année dans la tech, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, comme le métaverse, l'IA, il y a eu aussi l'époque des chatbots, maintenant on est sur le NFT, les Web3, il y a des choses comme le biomimétisme, mais il y a aussi des mots valises comme le cloud, qui a été un gros mot à une époque, et il y a un mot valise qui s'appelle la deep tech, qui regroupe tous les mots valises un peu compliqués entre eux. Une autre difficulté pour percer le mystère de ces mots valises, c'est qu'en fait, tout le monde semble d'accord. Pour une fois, dans les entreprises, tout le monde est aligné. Le boss, il trouve que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire avec des applications incroyables. Peut-être que ça lui a été un peu soufflé par des consultants d'Accenture. Le marketing est ravi de pouvoir pousser des projets innovants, la com aussi. Et la R&D est évidemment super chaude pour pouvoir travailler sur les technologies un peu innovantes dont tout le monde parle. Est-ce que tout le monde est vraiment aligné? Non. Un petit village d'irréductibles gaulois, réuni aujourd'hui à Tequinov dans cette petite salle, est un peu troublé et se dit peut-être qu'il faut faire preuve de bon sens socratique, d'un petit peu de méthode, car derrière ces mots-clés, vous ne voyez pas l'application concrète. Vous êtes donc les relous de service. Parce que vous êtes ceux qui allez critiquer, mettre des bâtons dans les roues, pas être d'accord avec le fait que c'est quelque chose d'hyper innovant, génial, etc. Je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous dans cette démarche. Je m'appelle Michael Koenka, j'ai fait Polytechnique et Berkeley. J'ai monté 2 startups dans la tech, un objet connecté dans la santé et un réseau social dans la culture. Les 2 ont planté. Et après, j'ai monté un studio d'innovation qui aide les grands groupes à ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Et ça fait 3 ans et demi qu'on existe. On travaille avec une vingtaine ou plus de grands groupes. On a accéléré des centaines de projets et de programmes d'innovation. Et moi en particulier, des dizaines de projets d'exploration technique sur divers sujets. Dans ce talk, on va parler de la fabrique du buzz, de comprendre comment ça marche, quels sont les ressorts à la fois au niveau du marché de l'information et au niveau des mécanismes psychologiques qui font qu'on se fait avoir par ces mots-clés. Et on va parler de 3 conseils et d'une méthode pour dépasser le buzzword et trouver de vraies applications business. Alors oui, je suis d'accord avec vous, il y a de vraies applications à trouver derrière ces mots-clés. Je ne suis pas là pour critiquer et dire que tout est nul.
Le but est justement de comprendre comment les trouver le plus vite possible. La fabrique du buzz. D'où ça vient? Ça vient d'abord de vous, malheureusement, de vos petites mirettes qui regardez toute la journée des articles sur Facebook, Instagram, etc. Non, ne dites pas non, je sais que vous le faites. Et vous êtes attiré par quelque chose, c'est naturel, qui sont les gros titres. Et aujourd'hui, ces titres, ils sont optimisés et itérés pour déformer très subtilement la réalité de l'article pour optimiser le taux de conversion. Donc un titre d'article sur un média en ligne peut être revu jusqu'à 20 fois pour optimiser le fait que vous allez cliquer dessus. Et durant ces cycles-là, la réalité de ce qu'il va dire va être un peu amplifiée, déformée. Voilà. Les médias sont évidemment incentivés à faire ça pour avoir le plus de vues possible. Les influenceurs et les articles qui créent du contenu pour les médias sont aussi incentivés à faire ça parce qu'après, ça leur rapporte de l'argent. Ensuite, vous allez avoir des jeunes entrepreneurs qui vont se voir qu'on en parle dans les médias, donc ils vont se dire c'est le bon moment pour lancer une start-up dessus, donc ils vont projeter des rêves et des promesses qu'ils vont ensuite diffuser à tout le monde, parce qu'une start-up, ça vend toujours un peu plus que ce que ça sait faire, sinon ça n'avancerait pas. Enfin, des investisseurs, que ce soit la BPI ou les investisseurs pros, qui ont en ce moment beaucoup d'argent, et peu de technologies un peu nouvelles sur lesquelles les mettre, parce qu'en fait, on a quand même bien avancé niveau technique, on ne va pas se mentir, eh bien, ils vont quand même investir dans ces startups-là. Et une fois qu'ils ont investi, ils vont être eux aussi incentivés à faire du marketing autour et à pousser le fait que ces startups et cet environnement est génial. Donc, ils vont écrire des articles, ils vont faire de l'ARP. Et enfin, des gens tout à fait peu recommandables, comme des consultants, vont ensuite vendre une certaine expertise ou de la démystification, ou vont profiter de tout ça pour faire des conférences dans des événements business à Paris. Ne regardez pas comme ça, franchement, c'est pas ma faute. Et donc tout ça va évidemment amplifier la machine journalistique qui va créer plus d'articles sur le même sujet. Donc tous ces gens-là, en fait, ils sont un petit peu incentivés à créer quelque chose, une impression de valeur, qui va être la plus importante possible et la plus opaque possible, parce que comme ça, ils vont pouvoir vous vendre différentes choses. On est dans une ruée vers l'or. D'accord ? Vous voulez avoir l'or, c'est-à-dire la valeur qui est extraite du marché grâce à une application directe de la technologie. Il y a deux types de personnes qui veulent ça. C'est les startups qui vont créer des nouveaux marchés avec ça, et les grands groupes ou les PME qui veulent utiliser la technologie pour améliorer leur process, gagner plus d'argent, gagner plus de parts de marché. Mais il y a d'autres acteurs qui sont là pour vendre des pioches. Donc, les outils qui vont permettre aux gens qui veulent extraire l'or de le faire. Si vous regardez les levées de fonds de toutes les startups dans les NFT et les cryptos et ce genre d'écosystème en ce moment, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'investisseurs investissent surtout sur des outils qui sont des pioches, donc des outils pour permettre à n'importe qui de faire des cryptos, des outils pour permettre à n'importe qui de faire des NFT. Ils se disent, c'est là en fait où on va se faire l'argent, parce que trouver la vraie valeur, trouver l'or, c'est quand même un peu plus difficile que de fournir une pioche à quelqu'un qui veut trouver l'or. Et évidemment, il y a toute une gamme de consultants comme moi, parfois en IT, donc qui vont être aussi fabricants de pioches. Donc eux, ils vont être aussi un peu incentivés à ce que vous trouviez quelque chose. Et d'autres consultants comme moi qui vont être un peu plus neutres, parce qu'ils s'en fichent ensuite de vous vendre une pioche ou quoi dans votre ruée vers l'or, qui vont vous aider à explorer le domaine et à rendre ça moins opaque. Et tout ça va être accéléré par des gens dont l'intérêt va être une ligne qui monte. Donc soit un retour en financier, directement monétaire sur leur investissement, comme des investisseurs qui vont se dire je vais investir une première fois dans une start-up, et s'il y a un suffisamment gros buzz autour du domaine, peut-être que plus tard il y a un gros fonds derrière qui va racheter mes parts dans la start-up et je vais pouvoir sortir dans 1 an et me faire beaucoup d'argent. Donc qu'à la fin ça ait trouvé l'or ou pas, en fait je m'en fiche un peu. Ou les médias, parce que eux directement ils sont rémunérés au clic. Et tout ça, dans l'écosystème crypto NFT, dont on parle beaucoup en ce moment, est amplifié par le fait que l'intégralité de la chaîne devient monétaire, c'est-à-dire que peu importe où vous vous situez dans la chaîne, vous gagnez en fait de l'argent et donc vous êtes rémunéré par une ligne qui monte. Un exemple de cette petite distorsion de la pensée, c'est que si vous regardez une conférence, qui est d'ailleurs très bien, hein, c'est un TED Talk de quelqu'un du BCG sur la Deep Tech, où il explique ce que c'est la Deep Tech, comment ça marche, etc. Vous allez remarquer qu'au début de son talk, il va beaucoup parler de technologies sur lesquelles le BCG peut vous accompagner. Donc il va mettre en avant par exemple la blockchain. Or, ensuite, quand on va regarder
une conférence de BPI sur les startups deep tech de France. On va regarder 40 startups deep tech qui vont parler. Il n'y en a pas une seule qui va utiliser la blockchain. D'accord ? Donc, le talk est très bien, mais il va un petit peu, évidemment, c'est normal, glisser quelques arguments de vente de produits qu'il a. Comment nous, on peut y voir plus clair? Pourquoi c'est difficile? On n'a pas vraiment le temps de se plonger dans ces sujets-là. Il y a un effet Far West, le dire, si on est le premier à être dedans et à suivre le mouvement, peut-être qu'on aura un retour sur investissement énorme. Donc je vais me lancer, je vais y aller. Il y a un effet mouton qui est de dire, si la BPI y croit, si les investisseurs y vont, s'il y a plein de startups, si les journalistes y croient, en fait, c'est qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et comme on l'a vu, le fait qu'être critique, en fait, ça ne rapporte pas d'argent. Le fait d'être critique, c'est mal vu, ça ne crée pas de buzz. Une analyse profonde et un peu détaillée, ça n'intéresse personne en fait dans cet écosystème. Ça ne rapporte pas d'argent. Donc c'est assez compliqué. Un point très important qui fait aussi que c'est très dur de se repérer dans ces écosystèmes, c'est que notre capacité d'analyse, elle est morcelée parce que nous, en tant qu'individus ou en tant que membre d'une business unit dans une entreprise, on a un spectre d'analyse qui est morcelé. La direction va souvent voir l'axe stratégique, communication, investisseur. Les équipes commerciales vont avoir le point de vue du client et le ROI rapide sur le client. Les équipes marketing vont voir l'impact que ça peut avoir en com pour la marque. Les équipes produits vont voir ce que ça peut améliorer dans la réalisation de leurs produits et dans l'optimisation des parcours d'user experience. Et les techs vont voir ce que ça peut vouloir dire pour eux de s'amuser à jouer avec ces nouvelles technologies. Et en fait, personne ne va réussir à avoir une vue d'ensemble du nuage qui lui permettrait de se dépatouiller un peu le vrai du faux. Bref, on nous manipule et on est mal armé pour y voir plus clair. Alors après, est-ce que c'est si grave que ça, finalement? On va distinguer 3 types de sociétés qui vont avoir des comportements différents par rapport au buzz. Il y a celles qui vont vouloir quand même essayer d'extraire de la vraie valeur de ces technologies pour l'internaliser, comme des groupes qui vont vouloir intégrer l'IA dans leur système de détection de voitures pour faire la voiture autonome, donc tous les prestataires d'équipementiers automobiles. On va avoir tous ceux qui vont vouloir, par exemple, créer des nouvelles applications à base d'intelligence artificielle sur des cartes de crédit, sur les systèmes bancaires. Donc tout cela vont développer des pôles, créer de nouveaux business units à l'intérieur d'elles-mêmes, mais c'est des boîtes de manière inhérente technique, disons. Il y a celles qui vont vouloir en bénéficier, mais sans internaliser. Donc, par exemple, Cartier qui va vouloir mettre en place une expérience dans ses points de vente avec de la réalité virtuelle pour faire un essayage de bagues ultra réaliste sans avoir à déplacer les bagues, car elles n'existent que à certains endroits du monde. Mais elles vont plutôt donc faire de l'open innovation avec des startups pour acheter des technologies. Et il y a celles ou certaines business units qui vont utiliser ça pour faire du marketing ou de la finance. Donc juste dans un objectif de communication en fait. Et donc il faut bien comprendre dans quel type de société on est. Parce que si on est dans le type 3, donc ça c'est AXA qui a fait une sortie récemment où ils ont dit que AXA se lançait dans le métaverse. Donc le métaverse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée de faire un monde 3D où on pourrait acheter des parcelles de terrain et donc reproduire la capitalisation immobilière, mais dans un monde digital, par exemple, et vivre avec des avatars, donc interagir avec d'autres gens là-dessus en 3D. Bon, c'est quelque chose qui existe déjà dans les jeux vidéo depuis des années, mais là on ne sait pas pourquoi. Ça a été un peu repoussé par Facebook et comme quelque chose d'assez révolutionnaire. Mais il y a des gens qui jouaient à des jeux vidéo qui s'appellent par exemple Second Life et qui jouent à ça depuis des années. Et croyez-moi, ce ne sont pas les personnes les plus épanouies que vous connaissez et ce n'est pas quelque chose qui va toucher le grand public de vivre dans des écosystèmes comme ça. Bref. AXA a fait une grosse annonce pour dire qu'ils se mettaient là-dessus. Alors peut-être qu'il y a des cas d'usage sur l'assurance de certains objets dans les métaverses. Mais donc on va tomber un petit peu du côté financier. Ça veut dire eux, ils vendent juste des assurances qui sont des produits financiers à cet écosystème. Ou du côté marketing, ils ont fait une belle annonce pour montrer qu'ils étaient lancés là-dedans. Nike, qui est une marque qui vend à des consommateurs et qui a des énormes budgets marketing pour toucher des consommateurs, paraître toujours plus innovante, plus à la pointe de la technologie, a racheté une marque qui fait des avatars 3D de ses chaussures sur des NFT. Mais en fait, les NFT, on s'en fiche un peu.
ce qui les intéresse là-dedans, c'est peut-être que cette marque va va faire des jolis modèles 3D de leurs chaussures et va les diffuser sur plein de jeux vidéo différents. Donc ça va leur permettre de faire afficher leurs chaussures à une population jeune qui va donc faire paraître Nike un peu plus innovant qu'il n'est. Et donc c'est plutôt, encore une fois, marketing ou finance, ces applications-là. Et en fait, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, si on est sûr de comprendre de quoi on parle. Mais nous, si on est plutôt dans les catégories 1 ou 2, donc c'est-à-dire si on veut faire internaliser ces technologies-là pour en tirer de la valeur, ou comprendre ce qu'elles pourraient nous apporter pour en bénéficier en faisant des collaborations avec des startups. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ça, c'est la métaphore qui marche pour n'importe quel projet innovant. Projet innovant, c'est un truc par essence incertain, où en fait, vous voulez trouver une application business. Donc, c'est-à-dire vous trouvez une cible, donc une espèce de porte, quoi. Quelle porte il faut aller? Est-ce que c'est plutôt du côté de mes opérationnels sur le terrain que je vais trouver une innovation? Est-ce que plutôt du côté de mes processus KYC en back-office que l'IA va fournir une amélioration? Donc, il faut trouver une cible. Ensuite, il faut trouver un problème, qui est la serrure, comment elle fonctionne. Pour ouvrir cette porte et débloquer la valeur, quelle clé je dois créer à l'intérieur. Donc il faut analyser précisément la forme de la serrure de la porte, quels sont tous les problèmes utilisateurs, les processus, comment ça fonctionne, pour ensuite pouvoir tourner la clé. Et c'est là où ça se corse, parce que dans un problème d'innovation normale, on peut juste déjà partir de ça et se focaliser là-dessus, et ensuite on va imaginer la clé par rapport à la forme de la serrure. Mais là, nous, la clé, on ne comprend pas très bien ce qu'elle peut faire. Parce que c'est une techno, donc elle est assez vague, et donc peut-être que la clé peut prendre certaines formes, mais pas d'autres. Mais donc on a en fait non pas une clé qu'on doit construire, mais un trousseau de clés qu'on ne connaît pas très bien. Les clés sont cachées dans des petits papiers, on ne voit pas trop la forme. Donc comment faire pour trouver le bon combo clé plus porte? Pour ça, il va falloir opérer une certaine fusion. Déjà, de base, c'est que si vous réfléchissez que du côté client et besoin client, vous n'allez pas y arriver. Et si vous réfléchissez que du côté tech, en comprenant ce que fait la techno, vous n'allez pas y arriver. Il faut qu'au sein de vous-même, la personne qui porte le projet, ou idéalement au sein de la même personne, soit au sein de l'équipe, mais il faut vraiment avoir une très bonne communication au niveau de votre équipe. Il faut à la fois comprendre les enjeux business, tout en ayant compris les enjeux et les procédés technologiques. Premier conseil que je vais vous donner là-dessus, c'est déjà donc que vous soyez quelqu'un de la R&D ou de la tech qui veut comprendre des cas d'application qui aient de la valeur et trouver de la valeur, ou quelqu'un du business qui veut comprendre un peu mieux la tech pour comprendre s'il peut en dégager de la valeur. Les conseils s'appliquent dans les deux sens. Vous devez entraîner votre bullshitometer. Donc vous devez déjà traîner votre bon sens pour pouvoir analyser l'information que vous allez lire dans les médias pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est plus ou moins intéressant dans cette marée d'informations. Comme on l'a déjà dit, il y a des mauvais indicateurs. Les mauvais indicateurs, c'est les levées de fonds, malheureusement. C'est la presse, en particulier généraliste. Et c'est tout ce qui va être le conseil IT qui est incentivé à vous vendre les technologies derrière. Donc je les adore, hein, ils font des choses superbes, mais quand IBM vous parle de à quel point les informateurs quantiques, ça va être le futur, et qui vous font des pages et des pages de à quel point ça va être le futur, c'est le premier fournisseur au monde d'ordinateurs quantiques. Donc en fait, vous ne pouvez pas prendre pour argent comptant ce qu'ils écrivent, parce que tout sera biaisé. Si vous lisez ce que vous dit Microsoft Azure sur la blockchain, c'est génial aussi ce qu'ils font, le cloud Azure il est fantastique, mais vous ne pouvez pas prendre leur information pour argent comptant parce qu'eux ils vendent des services de blockchain derrière. Une métrique qui est très intéressante à trouver, mais qui est très difficile et qui nécessite un peu de recherche, c'est le nombre d'utilisateurs payants récurrents, c'est-à-dire qu'ils aiment le service d'une startup ou d'un projet innovant de grand groupe, mais généralement les startups vont plus vite pour explorer les technologies, donc focalisez-vous sur les startups, qui n'est pas une pioche, ni quelque chose qui est rémunéré par une ligne qui monte au niveau marketing ou financier. C'est-à-dire une startup qui va directement chercher la valeur de la technologie auprès de l'utilisateur, et c'est comme ça qu'elle se fait de l'argent. C'est en échange de la valeur directe de la technologie. Par exemple,
ce n'est pas donc une startup qui fournirait une plateforme pour faire de l'intelligence artificielle. Ça, c'est pas bon. Par contre, une startup qui fournit, par exemple, YouTube. Une des fonctionnalités clés de YouTube, c'est la recommandation des vidéos pertinentes par rapport à celles que vous avez déjà vues. Donc ça, c'est une application de l'intelligence artificielle que tout le monde connaît. Ça, c'est une application d'intelligence artificielle qui génère des millions d'euros de chiffre d'affaires pour YouTube. Donc dans ce contexte-là très précis, l'intelligence artificielle est validée comme quelque chose qui a de la valeur. Et vous pouvez déjà partir de là pour aller réfléchir comment partir de cet exemple pour l'adapter à vous. D'autres exemples, toujours en intelligence artificielle, si vous faites de l'analyse de factures avec du deep learning pour extraire la TVA plus rapidement qu'avec les méthodes historiques d'analyse qui sont des algorithmes plutôt classiques, et que vous réussissez à vendre directement ce service-là d'extraction de factures à des grands groupes, ça c'est aussi une très bonne preuve que le deep learning dans l'extraction d'informations structurées sur de l'analyse d'image a de la valeur et vous pouvez vous en inspirer. D'autres choses qu'il faut remarquer dans les articles que vous allez lire et les vidéos que vous allez voir, c'est est-ce qu'on me parle de plein de cas et de contextes d'application qui peuvent concerner tout le monde et qui seront disruptifs dans leur usage. Si on commence à vous parler de ça dans un article, c'est mal barré pour que cet article-là vous apporte vraiment de l'information. Typiquement sur la blockchain, il y a eu beaucoup de choses comme ça, et en particulier sur Ethereum. Je ne sais pas si vous connaissez Ethereum, mais c'est un autre type de blockchain qui permet de faire, soi-disant, des smart contracts, donc des petites applications sur la blockchain, qui permettent, selon eux, de créer des dossiers médicaux en ligne partagés à l'intégralité du monde et inviolables et infraudables, où n'importe qui pourrait avoir accès à l'information médicale de n'importe qui. Mais c'est aussi pour créer des organisations autonomes, donc des remplacements de SAS ou de SARL qui seraient dirigés par un comité d'actionnaires qui pourrait voter en ligne de manière automatisée, voire même remplacer des démocraties dans certains gouvernements. Oui, si vous lisez les papiers originaux d'Ethereum, ils parlent de faire des démocraties. Donc ils vous vendent des choses très grandes. Et pourquoi ça marche mieux que les technologies existantes? C'est parce que c'est disruptif et parce que la technologie est inviolable. Voilà. Bon. Et donc là, non, vous voulez pas ça. Vous voulez plutôt un article qui vous parle d'un seul cas d'usage concret, sur le terrain, qui est très précis et qui vous parle étape par étape du processus que la technologie veut optimiser, l'avant donc, et l'après, comment le processus change une fois que la technologie est là. Et ça, des articles comme ça, vous n'en trouverez pas beaucoup. Vous voulez aussi que ça vous parle d'une cible et d'un problème précis. Donc pas juste la fraude dans les assurances ou les titres immobiliers, par exemple, mais vraiment certains types de fraudes qui sont le fait que quand on est à l'intérieur du système, un utilisateur qui a l'accès au système peut changer de l'information dans la base de données, ce qu'on appelle des man-in-the-middle attaques, en interceptant certaines connexions, donc en étant à l'intérieur du réseau. Ça, effectivement, si on remplace la base de données par une blockchain, ça c'est une fraude qui va être stoppée. Mais quelle est la taille de ce problème? Combien on a vraiment d'attaques en man-in-the-middle sur les systèmes informatiques aujourd'hui? En fait, si vous regardez, il y a très peu de domaines où c'est une fraude qui a un impact. Parce que la majorité des fraudes aujourd'hui, c'est plutôt je vais prendre le compte de quelqu'un qui est bien un utilisateur authentifié et certifié. Je vais juste réussir à lui choper les mots de passe en me faisant passer pour sa cousine sur WhatsApp. Et après, je vais donc mettre de l'information qui sera fausse, mais depuis un compte parfaitement authentifié. Donc je ne vais pas essayer de me positionner en man in the middle. Donc la blockchain ne résout pas le problème de tous les problèmes de la fraude. Elle résout qu'une toute petite partie qui est en fait peut-être très faible, voire pas très intéressante à résoudre. Enfin, il faut bien comprendre la valeur ajoutée par rapport aux solutions existantes. Et là, souvent, ils vont vous dire non, il n'y a pas de solution existante parce que c'est tellement nouveau que en fait, c'est nouveau, ça va ouvrir de nouvelles applications. Et ça, il faut aussi entraîner son regard critique. S'il y a vraiment un besoin derrière la techno, en fait, il y a déjà des gens qui ont déjà réfléchi un peu à des solutions. Alors certes, elles ne seront pas aussi bien que votre nouvelle technologie, mais il y a peut-être déjà quelque chose quand même.
Donc pour l'IA, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà essayé de faire des statistiques automatisées, qu'on appellerait des régressions linéaires. Pour le big data, peut-être qu'il y a déjà des gens qui ont essayé de faire un Excel avec quelques milliers de lignes. Pour la blockchain, il y a peut-être déjà des gens qui ont essayé de faire des bases de données centralisées qui permettent à tout un écosystème de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui rentre et qui sort. Par exemple, les noms de domaines sur Internet, quand vous achetez un nom de domaine, eh bien cette information-là, du fait que vous êtes propriétaire du nom de domaine, il faut bien la transférer à tous les gens qui vendent des noms de domaine dans le monde, OVH, GoDaddy, etc., pour qu'ils sachent que startthefuckup.com, bah, c'est bien à vous et pas aux autres. Et donc, vu que le problème était important, eh bien, ce qu'on a fait, c'est une société qui s'appelle l'ICANN, qui est un standard, une communauté de tous ces acteurs-là, qui font confiance à l'ICANN pour gérer tous ces trucs-là et répartir l'information à tout l'écosystème en temps réel. Donc, on a déjà une solution parce que le problème était gros. Qu'est-ce que la blockchain va apporter là-dedans en faisant quelque chose d'automatisé ? C'est pas clair, parce qu'a priori, ça veut dire que dans les écosystèmes, s'il n'y a pas déjà une société comme l'ICANN, ça veut dire que le problème n'était pas si gros et donc que tous les acteurs ne se sont pas mis d'accord pour essayer de faire un système qui résolvait le problème. Donc est-ce qu'une tech va changer quelque chose ? C'est pas sûr, ça va plutôt être de la politique de prise de décision. Voilà. Donc il y a toujours quelque chose d'existant à laquelle on peut comparer la technologie. Un autre aspect, donc maintenant on a un peu dépatouillé, on sait lire des articles, on sait se dire tiens voilà, je sais naviguer dans l'information un petit peu et chercher des informations qui ont de la valeur. Maintenant, il va falloir malheureusement comprendre soi-même la technologie. Et même si vous êtes business ou des choses comme ça, vous allez pouvoir le faire. Pour ça, on va utiliser les pioches. D'accord ? On va utiliser la même arme que les autres, on va un peu creuser et on va utiliser des outils déjà faits qui sont donc plus simples d'accès que vraiment aller utiliser la technologie elle-même. Pour comprendre la techno, il va falloir comprendre comment elle marche. Donc l'intelligence artificielle, il faut avoir de la donnée, il faut l'entraîner. Ensuite, on va pouvoir automatiser la détection. Il faut comprendre comment moi je la perçois une fois que la techno est mise en place, donc le parcours utilisateur, c'est-à-dire la VR par exemple. Il faut comprendre un peu comment ça marche, mais il faut comprendre quelle est l'expérience que la VR crée sur les gens pour pouvoir juger le métaverse. Et ça c'est très très important parce que l'utilisateur, il s'en fiche en fait de quelle est la techno derrière. Donc le client final, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est le résultat sur lui. Donc vous, il faut que vous expérimentiez le résultat de la technologie sur vous. Même si c'est sur un petit truc, un jouet, un truc en ligne, voilà. Et il faut que vous compreniez un petit peu les limites et les performances. Il faut que vous sentiez si ça peut vraiment détecter des choses hyper précises ou des choses plutôt macro. Donc par exemple, en IA et en deep learning, si vous tapez Deep Learning Simulator sur Google, vous allez trouver quelque chose qui s'appelle Teachable Machine, qui en 10 minutes, vous allez pouvoir entraîner vous-même votre propre algorithme de deep learning avec votre webcam qui fera de la reconnaissance d'images. Alors ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas génial, mais en vraiment 1 heure sur cet outil, vous aurez compris plus sur le deep learning que n'importe qui lit des articles. Si vous voulez tester par exemple ce que c'est le métaverse et vous dire est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans, vous pouvez aller au bal de Paris de Biancali qui est une expérience en VR où vous allez danser avec des gens et vous vous verrez tous habillés en costume de chat dans des environnements 3D type plus grand cabaret du monde et vous ressentirez ce que ça fait d'être immergé dans un univers en VR en interaction avec d'autres personnes, vous ressentirez ce que ça fait d'être harnaché et de ne pas sentir les frontières de vos objets et vous pourrez décider vous-même si c'est une bonne techno ou pas. Si c'est la blockchain qui vous intéresse, vous tapez Blockchain Simulator dans Google. Le premier lien, c'est des petites vidéos de 5 minutes associées à 4 onglets. Vous allez pouvoir d'abord tester ce que ça veut dire de crypter de la donnée, ensuite de mettre de la donnée dans une blockchain, et ensuite de créer des tokens et de simuler des transactions sur la blockchain, comme fait par exemple Coinbase ou des choses comme ça. Donc, comment fonctionnent les cryptocurrencies pour virer de l'argent d'un compte à l'autre. Ça prend 2 heures de suivre les vidéos et de jouer avec l'outil. Tout ça, donc mes conseils, c'est de regarder plutôt YouTube que des articles, de parler à des experts tech qui ne sont pas incentivés, donc pas aux commerciaux d'Accenture, mais plutôt à votre cousin qui a travaillé il y a 1 an chez Accenture et qui a joué avec la technologie. Et par contre, désolé, effectivement, pour faire tout ça, il vaut mieux le faire en anglais. Tout sera en anglais. Ensuite, il faudra essayer de dépatouiller dans le nuage les variations des usages et des cibles. Souvent, il y a des sous-technologies en fait, dans une grande technologie. Il faut se faire un peu une idée, même un peu floue, de la liste de tout ça. Par exemple, le no-code. Le no-code, c'est la promesse que n'importe qui va pouvoir coder son app sans passer par un développeur. Si on décortique cette promesse,
on découvre qu'il y a en fait plein de besoins différents. Digitaliser des processus existants qui ne sont pas digitalisés aujourd'hui, automatiser des processus répétitifs, type envoi de facture en un clic. Il y a de l'innovation, créer des prototypes qui coûtent moins cher, qu'on pourra jeter oui ou non après avoir fait un test. Et à l'entrepreneuriat, si votre cousin veut lancer une startup mais n'a pas d'argent, utiliser le no-code lui permettra de se lancer plus vite. Des besoins donc très différents en fait. Les types de technologies, il va y avoir des choses. Si vous regardez faites un benchmark, vous allez voir qu'il y a des trucs qui parlent plus aux grands groupes, ça se verra tout de suite sur la page du site web. Il y a des trucs qui seront plutôt low-code, il y a des trucs qui, vous parlent, donc, qui seront plutôt des outils pour des développeurs qui permettent d'aller plus vite. Il y a des trucs qui sont plutôt no-code, qui ressembleront à Excel et donc que vous pourrez prendre en main vous-même, même si vous n'êtes pas développeur. Et il y a des trucs un peu extensible no-code, où vous pourrez un peu rajouter du code à des outils pour aller plus loin. Et sur les cibles, il y aura des grands groupes qui voudront faire des choses très compliquées, des systèmes back-office qui avant étaient sur Fortran et là pourront automatiser des virements bancaires via des outils low-code. Mais il y aura surtout des sociétés de taille un peu plus moyenne qui pourront construire des outils de gestion interne ou diffuser du contenu ou faire des petits side projects. Donc des cas d'usage très différents. Et une fois que vous avez tout ça, vous avez déjà dépatouillé tout ça, vous êtes déjà allé très 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 loin. Là, vous pourrez un peu décrire des contextes d'usage plus précis que l'IA automatise tout. Vous pourrez commencer à écrire des choses comme « Je comprends que l'IA permet de réaliser des calculs algorithmiques qui sont aujourd'hui faits par des humains à partir de données assez vastes et assez complexes. Il y a beaucoup de facteurs. Et là, je pourrais l'automatiser parce que j'ai l'historique des données structurées qui permettent de dire, par rapport à tout cet ensemble de données, l'humain après a pris une décision. Et donc, je vais essayer de trouver des corrélations qui permettront, par exemple, de détecter des scores d'assurance automatiquement. Mais il y aura un autre cas d'usage de l'IA qui sera plutôt des choses assez simples que l'humain fait très, très, très vite. Eh bien, je vais l'automatiser et voir si j'ai la même précision qu'un humain. Par exemple, sortir le numéro de TVA d'une facture. Et finalement, c'est pas pareil hein, comme cas d'usage, tout ça. Donc là, vous allez commencer à formuler des opinions un peu plus précises. Pareil sur le low-code, pareil sur d'autres technos. Enfin, et je vais finir, et là c'est le plus important, c'est que maintenant qu'on a un peu dépatouillé ce que fait la techno et ce qu'elle peut apporter, il va falloir repenser à son projet de manière plus globale, en mettant l'utilisateur au centre et oublier la techno un petit peu 2 minutes. Toujours l'avoir en toile de fond, mais c'est pas ça qu'on va pitcher. On va se rappeler ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on essaye de faire, c'est aligner les planètes. C'est trouver une application de la techno par rapport à un besoin utilisateur et à un marché qu'on pourra porter avec un vrai produit qu'on saura développer avec une équipe qui sera la bonne pour le faire. Encore, ça c'est vrai pour n'importe quel projet innovant d'entrepreneuriat. Pour faire ça, on a besoin d'une méthodologie qui s'appelle le design thinking, qui est assez classique, qui est d'aller explorer, donc ouvrir toutes les portes possibles pour comprendre quel est le bon problème qu'on peut attaquer et quelles sont les cibles. Pour ça, on va faire des interviews où on va parler aux gens de leur vie et de leurs besoins sans leur parler de la techno. Mais le fait d'avoir exploré la techno avant fera qu'on aura des questions sur leur vie qui seront un peu pour les orienter sur des sujets où on pense que la techno pourra avoir un impact, d'où l'intérêt d'avoir fait l'étude technologique avant pour bien mener cette phase d'exploration des besoins ici. Ensuite, une fois qu'on a bien ciblé des besoins, on va pouvoir imaginer beaucoup de solutions. Et là, il faut être aidé avec d'autres techos parce qu'il ne faut pas se restreindre à la solution initiale, ou la techno initiale. Il faut brainstormer même des anciennes technologies. Par exemple, récemment, j'ai fait un projet où on est parti de l'exploration de la réalité virtuelle pour faire de la mesure de taille de poignet pour de l'essayage de bracelets. Et en fait, au fur et à mesure de l'exploration, on s'est rendu compte qu'il valait mieux en fait, prendre une photo de son poignet à côté d'une carte d'identité en faisant des méthodes classiques de correction de focale d'appareil photo, détecter la taille du poignet par rapport à la taille de la carte d'identité. Donc pas d'utiliser des technologies d'AR, de VR ou d'IA. Donc il faut rester assez large à cette phase-là de découverte de solutions. Et enfin, vous pourrez prendre votre décision. Et là, il faudra rentrer dans un prototypage qui, là, souvent impliquera de faire un POC technique pour le coup. Donc là, il faudra travailler un petit peu avec un développeur en freelance pour faire un premier POC. Pour le digital, c'est entre 10 et 20K. Allez pas plus loin, afin de prouver qu'on atteint la performance nécessaire pour résoudre le problème, souvent versus les autres technologies. Et là, ensuite, vous pourrez, une fois que vous avez la bonne performance qui a été prouvée par ce POC, aller plus loin sur le test du produit, faire des maquettes,
aller essayer de vendre votre produit ou de votre service à des utilisateurs pour qu'ils comprennent le parcours utilisateur. Donc vraiment, vous avez, même si la techno n'est pas prête, vous pouvez faire des maquettes de comment ça fonctionne. Et là, apprendre le retour des utilisateurs. Et si vous ne voulez pas internaliser, c'est tout pareil. Parce qu'à la phase d'idéation, vous allez juste en fait, avoir déjà fait un très gros benchmark des startups et des technos existantes et avoir fait l'exploration des besoins marchés vous-même vous permettra d'avoir en tête, d'avoir de quoi juger l'adéquation entre la startup et le marché, puisque vous aurez bien internalisé les besoins du marché et vous saurez très bien dire quelle est la bonne startup qui répond aux problèmes. Parce que vous saurez aussi juger un petit peu leur performance technologique, puisque vous aurez fait l'exploration technologique. Si vous n'avez pas fait les phases d'exploration tech et business avant de rentrer dans les process d'open innovation avec des startups, vous aurez beaucoup de mal à les discriminer et à les challenger. Voilà, donc le mot-clé, c'est que le diable est dans les détails, mais la réussite aussi. Donc il faudra un petit peu se plonger dans les détails un petit peu compliqués et être un petit peu le relou de service pour réussir à vraiment sortir de la valeur d'un buzzword tech. Et si on travaille ensemble, ce sera avec grand plaisir qu'on ira dans les détails. Merci beaucoup.